Et dans un essai récent, il y a le sociologue Jean-Marc Larouche qui passe en revue, disons, l'ensemble du débat et il s'interroge sur les limites du religieux dans nos sociétés. D'ailleurs, le titre de son ouvrage, c'est La religion dans les limites de la cité, le défi religieux des sociétés post-séculières. C'est chez Libère. Et dans cet essai, Jean-Marc Larouche propose un cadre, disons, rigoureux pour poser cette question. Comment est-ce qu'on doit interpréter son titre, en fait, si on commence par le titre? Quand il parle de limites, de quelles limites s'agit-il? Je pense que c'est un clin d'œil au titre de l'essai de Kant, La religion dans les limites de la simple raison. Et en fait, la perspective de Jean-Marc Larouche est très très profondément kantienne. On pourrait essayer de voir ce que ça veut dire au juste, mais avant d'aller vers le cœur de l'ouvrage, j'aimerais quand même dire un petit mot. Ce livre, je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt. Je pense que nous tous, on devrait regretter ça. C'est un livre qui aurait dû servir de préface à tout le travail de la commission Bouchard-Taylor, tellement c'est un livre qui sait bien placer les enjeux. Travaux auxquels vous avez participé comme conseiller. Oui, mais bon, visiblement, par comparaison avec Jean-Marc Larouche, j'avais pas la formation de philosophie politique dont il témoigne, et c'est un livre, en fait, qui a été terminé d'écrire avant le dépôt du rapport. Donc, le livre ne nous permet pas d'entrer en interaction avec le rapport, mais c'est un livre qui maîtrise parfaitement l'enjeu du débat, et Larouche a écouté les audiences, il a suivi la commission, et donc ce livre est écrit en interaction plutôt avec le débat qu'avec le rapport. Et il pose les bonnes questions. Et je dirais même plus, mais là c'est moi qui parle, je dirais qu'il donne aussi les bonnes réponses. C'est un de ces auteurs avec lesquels je me sens en parfaite harmonie, et je vais essayer de dire pourquoi. Donc sa réflexion s'inscrit dans une tradition kantienne? Oui. Comment? C'est-à-dire que, vous savez, Kant, c'est quand même les Lumières, c'est-à-dire c'est l'avènement de la raison. C'est le point de départ du processus de sécularisation, c'est ce qu'on appelle, nous, la modernité. Alors, évidemment, aux yeux de Kant et de tous ceux qui l'ont suivi, comme on ne peut rien savoir sur les fins dernières, sur l'immortalité de l'âme, en fait sur Dieu en général, la métaphysique étant par essence un savoir a priori, on doit se résigner à l'idée qu'on ne connaîtra pas ces choses-là, et donc la religion apparaît quelque chose qui n'a plus sa crédibilité dans la cité. La sécularisation, c'est ça, c'est le processus par lequel la religion perd sa légitimité traditionnelle. Nous nous sécularisons, l'étymologie le dit, c'est-à-dire nous entrons dans le séculum, dans le siècle, et nous quittons des sociétés où la religion dirigeait tout. Alors, ça veut dire que nos sociétés, finalement, doivent s'habituer, nos sociétés séculières, doivent composer avec un rationalisme qui est omniprésent, et aux yeux, je dirais, de beaucoup et de plus en plus, les religions apparaissent comme des vestiges d'une forme archaïque du lien social. Croire, en d'autres mots, pour obtenir, par exemple, la moralité dans un groupe, c'est une attitude qu'on jugerait moins acceptable ou moins naturelle ou moins conforme à nos présupposés de modernité que, évidemment, les attitudes qui sont en cours. Alors, le problème, c'est le suivant, c'est que quand on se pose la question, aux yeux de qui est-ce que ce jugement qui est porté sur la religion comme, disons, forme appelée à disparaître, Auguste Comte, le positivisme, les gens qui croient, en d'autres mots, c'est des gens qui viennent d'un autre âge, ils n'ont pas vu vraiment ce qui arrive, ils n'ont pas compris le message moderne. Mais la vérité, les faits, c'est que ce problème-là, dans cette formulation-là, il n'est plus à l'agenda de la modernité ni de la postmodernité. Les religions sont là, elles sont partout dans l'espace public. Les gouvernements dans le monde qui sont dirigés par des gouvernements religieux, qu'on aime ça ou pas, ou même les gouvernements qui sont en apparence des démocraties séculières, comme l'Inde par exemple, mais où l'hindouisme est partout présent jusque dans la conception du lien social. Enfin, j'ai pas besoin de faire un dessin, une fresque trop élaborée. Les religions sont partout. Et donc, quand je dis le problème n'est plus à l'agenda, c'est que le problème c'est déplacé. C'est pas de dire que font tous ces attardés qui croient, mais comment faire que
dans la société, le récit religieux, la justification du bien et du juste qui passe par la croyance, entre en interaction avec notre travail de rationalité, d'argument, et donc c'est ça le problème de la laïcité. Oui, Alors, parce qu'il ne s'agit pas d'un vestige finalement archaïque qu'on observe de l'extérieur. Ce vestige est partie intégrante encore de la société. Exactement. Et on peut être contre. Il est là, il y a des sociétés où il est très actif, des sociétés où il n'est pas actif, et dans une société comme la nôtre où le pluralisme est croissant, c'est-à-dire l'immigration amène la justification religieuse du bien et du juste, eh bien, nous avons, bien sûr, à composer avec. Alors, Larouche, lui, qu'est-ce qu'il fait dans ça? D'abord, je dois dire, parce que je le sais, mais c'est très particulièrement prégnant dans le livre, mais tout le travail de Jean-Marc Larouche, par ailleurs, le montre, c'est quelqu'un qui a relié son approche à celle d'un philosophe belge, Jean-Marc Ferry, un professeur qui enseigne à Bruxelles, qui a travaillé très, très fortement pour essayer de comprendre cette interaction et qui a proposé une approche qu'il a appelée une approche d'éthique reconstructive. Bon, ça nous prendrait beaucoup de temps pour essayer de comprendre ça, mais je crois que je peux arriver à peu près le dire à peu près simplement. L'éthique reconstructive. Oui, éthique reconstructive. Donc, risquez-vous, Georges Leroux. De quoi s'agit-il en quelques secondes, ou presque? Alors, il s'agit de dépasser une opposition jugée parfaitement stérile entre la religion d'une part et la raison publique d'autre part. Il s'agit, pour ceux qui vivent dans l'argument, disons les modernes, ceux qui sont dans le rationnel, pour qui tout phénomène doit être expliqué par une raison et pour qui la croyance n'est pas quelque chose qui est bienvenu. Il s'agit pour eux de se mettre à l'écoute de ceux qui comprennent et interprètent leur expérience, non pas par des arguments, mais disons par des récits et des traditions. Par exemple, l'islam, le christianisme, l'hindouisme, etc. Inversement, il s'agit pour ceux qui sont à l'intérieur de ces traditions de cheminer quand même dans l'espace public vers la représentation de ce qu'ils sont dans le langage de l'argument, des raisons et des causes. Alors, reconstruire, pour faire court, c'est tenter par tous les moyens qui sont à notre disposition qu'il y ait, et j'aime beaucoup ce vocabulaire-là tel qu'il est interprété ici, un terrain d'entente, entente non pas seulement comme accord, mais entente au sens de écouter, entendre, un terrain d'écoute entre ceux qui sont dans l'argument, les programmes rationnels de la modernité, et qui manifestent beaucoup d'intolérance vis-à-vis des croyances jugées archaïques, et donc leurs répondants. Mais est-ce que ce terrain existe? Eh bien, il faut le construire. Il faut le construire. Je dirais que jusqu'aux années 70-80, quand est apparue la notion de post-modernité, beaucoup de théoriciens, philosophes et sociologues n'en avaient que pour l'idée du désenchantement. Le livre majeur de cette époque sur ce sujet, c'était un livre de Marcel Gauchet, publié en 1985, Le désenchantement du monde. C'est en gros le programme weberien. On est là-dedans, dit autrement, c'est un train dans lequel on est embarqué, la sécularisation. Le monde va vers son désenchantement progressif et les sociétés qui sont dans le train, à l'avant du train, c'est les sociétés qui ont fait la révolution, qui ont accompli le programme nietzschéen, le nihilisme, et puis ceux qui sont en arrière du train ou qui courent après un autobus, c'est les sociétés archaïques et tout. Ce programme-là, aujourd'hui, vous savez, du désenchantement, on a beau regarder que le désenchantement est un processus, il y a quand même des zones très très importantes qui donnent aucun signe de vouloir se désenchanter. C'est-à-dire où l'expérience n'a plus de lien avec ses sources sacrées. Donc le terrain qu'il faut créer, c'est un terrain où on peut accepter un décentrement, j'aime beaucoup ça aussi dans le livre, d'ailleurs c'est remarquablement écrit, des traditions religieuses, c'est-à-dire les grands récits, les lois et tout. Si vous venez dans l'espace public, par exemple, vous êtes, je sais pas, musulman, et puis moi je suis hindou, quelque part, on va devoir faire se parler nos récits, par exemple sur la valeur de la vie ou sur quelques problèmes qui se posent dans l'espace public. On peut pas se limiter, on peut pas imposer aux autres le langage de notre propre récit. Il faut donc le traduire. Donc la construction de l'espace public, c'est la construction de cet espace où les grands récits, les lois qui en proviennent, par exemple dans le cas du judaïsme, vont précisément accepter de se décentrer par rapport au droit moderne pour précisément entrer en contact avec lui. Alors, et qu'un réel dialogue émerge de tout ça. Qu'un réel dialogue émerge de tout ça. Alors moi j'aime l'idée, il y a beaucoup d'exemples dans ce livre et
C'est peut-être la seule critique que je lui ferais. Il aurait pu encore y en avoir plus, parce que le lecteur non philosophe, disons le lecteur non expert, a besoin de comprendre de quoi on parle. Et donc des exemples, c'est toujours utile. Et Larouche donne l'exemple du pardon et de l'hospitalité dans nos sociétés. Ce sont des catégories religieuses. Nos États, par exemple, dans les lois, ne pardonnent pas. D'ailleurs, on voit pas très bien à qui on pourrait demander pardon et tout. Elles sanctionnent, il y a des peines, elles punissent, il y a des châtiments et tout. Et là, tout d'un coup, justement, aujourd'hui, on est bien placé pour en parler. Je crois que c'était aujourd'hui au Parlement à Ottawa les excuses au peuple autochtone pour les pensionnats. Bon, alors on n'est plus dans la loi, là. On n'est pas dans le droit. Personne ne peut exiger d'une assemblée, comme le Parlement canadien, d'entrer dans une attitude, je dirais, d'excuse, de demander pardon. Vous voyez, ça en est un exemple d'un terrain où une catégorie religieuse va vers le droit. Il pourrait y avoir des conséquences juridiques. Il y en a eu au Chili, il y en a eu dans les commissions Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. Bon, c'est un exemple parmi plusieurs où nous voyons que l'effort qui est exigé des uns comme des autres, disons des rationalistes et des religieux pour faire court, est un effort qui est nécessaire pour mettre en place un dispositif concret de reconnaissance. Alors, bon. Et cette éthique reconstructive, est-ce qu'elle peut s'appliquer au Québec? Alors, dans le cas du Québec, évidemment, Larouche est beaucoup intéressé à la commission Bouchard-Taylor. Il dit, nous sommes dans une société où, dans un premier temps, le programme moderne, le programme hérité donc du modernisme des Lumières, a eu pour effet d'accroître l'écart entre le catholicisme traditionnel et, disons, la modernisation de la Révolution tranquille. Bon. Aujourd'hui, cet écart est tendu à un point que certains d'entre nous, dans notre société, ne peuvent concevoir la laïcité que si cette laïcité creuse encore cet écart. C'est la formule, la religion, c'est bon pour le privé, c'est-à-dire, crois ce que tu veux, mais parle-moi-en pas, et surtout, je veux rien savoir de ta conception de la vie, même si je pourrais la comprendre à partir de tes arguments, si je faisais l'effort de rationaliser ce que tu veux me dire de ta croyance. Par exemple, sur la conception de la vie ou sur l'indissolubilité du mariage, ou quelles que soient les questions morales. Donc cette attitude serait de tirer encore plus sur l'élastique. Oui, alors c'est là que Larouche vient à la rescousse de Gérard Bouchard, si j'ose dire, et en particulier du rapport. Il doit l'avoir lu, je présume, mais il montre en effet qu'une éthique reconstructive, c'est l'approche la plus juste, je dirais la plus rigoureuse aussi, pour soutenir une laïcité ouverte. Parce que on a le choix entre quoi, hein? À la fin de son livre, je vais quand même donner ses modèles tout de suite, il dit on a le choix entre un communautarisme, c'est-à-dire on replie chacun sur son système de valeurs et de normes, et l'espace public, c'est la charte des droits. Donc le terrain où on se rejoint ensemble comme citoyens, il est assez limité comme extension et comme espace. Alors c'est pas un modèle idéal, mais je dois dire que Larouche interprète le communautarisme de la manière la plus étroite, la plus rigide qui soit. On pourrait lui faire cette critique-là. On a le choix, la deuxième hypothèse, le libéralisme politique. En gros, c'est le pluralisme et c'est la recherche de consensus qui vont nous permettre de trouver les endroits où les normes peuvent être exploitées. Mais les valeurs et les normes ne se rencontrent pas. Les valeurs des traditions et des communautés ne rencontrent pas les normes de l'espace public. Et finalement, c'est là que le livre est kantien, le modèle républicain kantien, le républicanisme kantien, qui insiste sur la délibération dans l'espace public et qui cherche une reconfiguration où la communauté morale, c'est-à-dire en gros ce que vous et moi on croit à partir de nos traditions, si on en a encore, malheureusement plusieurs d'entre nous n'en ont pas du tout, mais c'est peut-être pas un problème non plus, et le rapport de convergence ou de concomitance avec la société donc légale. Alors justement, c'est la rencontre du moral et du légal. La rencontre du moral et du légal. Pour donner une ouverture reconstructive, pour faire référence encore à cette éthique reconstructive. Oui, parce que justement, et c'est bien que vous le signalez, parce que à ce moment-là, ça rend possible l'espace public. L'espace public, c'est quoi? L'espace public, c'est là où vous pouvez venir avec tout ce que vous êtes, en particulier vos valeurs et vos croyances, et vous pouvez vous attendre, non pas à ce qu'elles soient diffusées ou soutenues ou quoi que ce soit, elles seront protégées, c'est la liberté de religion, mais au moins elles seront entendues.
Et donc, vous pourrez participer au débat public avec un langage qui n'est pas le langage aseptisé, purifié, abstrait de la modernité, c'est-à-dire la seule rationalité juridique. Or, c'est là que Larouche nous dit que le rapport, en fin de compte, qui fait la proposition que cette laïcité ouverte est une chose nécessaire pour le Québec, eh bien Larouche dit il y a de très bons arguments pour ça, parce que la société politique qui s'aligne sur les droits ne veut pas se couper. Ça serait un appauvrissement épouvantable si on se privait de toutes les sources et de toutes les traditions de valeurs dans la conception de la vie qui viennent du réservoir concret de chacune de nos traditions. Et bon, bien sûr, ici on est dans une société chrétienne, le réservoir principal de nos convictions, c'est bien sûr le christianisme, mais il y a beaucoup d'autres réservoirs, il y a beaucoup d'autres traditions, et pas seulement celles qui nous viennent des immigrants. Il y a beaucoup, en d'autres mots, de croyances qui sont à l'œuvre dans une société et qui nous permettent de déterminer ce qu'est le juste et ce bien. Alors, moi, j'aime la formulation de Larouche, je trouve qu'elle est bonne. Est-ce que la communauté morale, on s'entend bien, hein, la communauté morale, c'est la communauté fondamentale. C'est là où les individus se rejoignent sur leurs valeurs, sur leurs traditions. Bon, est-ce que cette communauté morale peut recouper la société de droit? Et la réponse, c'est peut-être jamais parfaitement, mais elle doit continuellement l'alimenter. Et une société politique, un État, en fin de compte, ferait la pire des choses s'il croyait que la seule façon de rassembler les citoyens, c'est d'aller vers le plus petit commun dénominateur, qui serait l'espace de la rationalité juridique, une charte des droits, et ainsi de suite. Une valeur, c'est quelque chose qui est dense, c'est quelque chose qui est substantiel, et quand vous êtes dans l'espace public, eh bien, vous y êtes avec donc toutes vos valeurs. Est-ce qu'il aborde, Georges Leroux, les questions concrètes que pose le débat? Par exemple, la question des accommodements raisonnables. Absolument. Il a un excellent chapitre sur l'histoire du débat sur les accommodements généraux. Il revient sur le jugement de la Cour suprême sur le Kirpan, et il montre justement à l'occasion de ce jugement l'impasse qui résulterait dans notre société. Donc là, c'est vu, mon Dieu, on a passé l'année à méditer sur ça, d'une pratique de l'exclusion et du refoulement. Si vous excluez constamment la conviction dense et substantielle d'un individu ou d'un groupe d'individus, vous ne pouvez pas l'entendre et vous le refoulez, et l'argument d'ailleurs dans son livre est remarquablement amené, vous le refoulez, vous le conduisez presque main dans la main au fondamentalisme. Le fondamentalisme, qu'est-ce que c'est? C'est la personne qui dit mes convictions ne sont pas entendues dans l'espace public, n'ont pas de traduction rationnelle, n'ont pas en d'autres mots d'espace juridique. Tant pis, je m'en arrange. La société dans laquelle cet espace public se développe ne veut pas me reconnaître. Eh bien, nous, on s'arrange tout seul. On va travailler en d'autres mots à densifier nos convictions, densifier les actions qui sont conséquentes et le cas échéant, bien sûr, à les transformer en revendications violentes. Alors, le fondamentalisme est la conséquence d'une pratique de l'exclusion. C'est la conséquence, en d'autres mots, d'un moment de non-écoute. C'est la conséquence, en fin de compte, de l'intolérance. S'il n'est pas possible d'entendre la position de l'autre, si on le refuse de le faire uniquement au motif d'une laïcité qui serait excluante, on entend bien une laïcité rigide, alors jamais ce qui est vécu dans la communauté morale ne pourra être vécu dans la société de droit. Vous voyez? Donc, en conclusion, on en est rendu à, et c'est ce qu'il propose, Jean-Marc Larouche, on en est rendu à la société post-séculière. Oui, alors je pense que c'est important de préciser que post-séculier n'est pas un concept qu'il invente, bien sûr, c'est toute la tradition critique allemande, donc Habermas, c'est post-kantien en fin de compte. Alors, il y a les sociétés traditionnelles qui sont prémodernes, dont toutes les normes dérivent des valeurs du groupe. C'est la communauté morale, c'est la croyance, c'est la société qu'on a connue au Québec ici jusqu'aux années 60. Il y a les sociétés sécularisées, dont la référence normative n'est plus la croyance, c'est l'État, d'accord? Et les sociétés post-séculières sont des sociétés qui, ayant accepté l'idéal de la sécularisation, c'est-à-dire le programme finalement qui reconnaît que oui, la religion, c'est pas tout le monde qui croit que nos valeurs peuvent inspirer nos normes, eh bien, en même temps, vont accepter de les entendre.
c'est-à-dire vont accepter un réel pluraliste. Donc, post-séculier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme pour désigner l'attitude de ceux qui veulent aller au-delà du processus de sécularisation, au-delà de la modernité laïque, disons, rigide. Le nom de Charles Taylor revient souvent dans ce livre parce qu'évidemment c'est sa position. Le nom, je l'ai dit, de Jean-Marc Ferry, le nom de Habermas. Jean-Marc Larouche s'est placé en très très bonne compagnie philosophique là, pour comprendre les débats du Québec. Il faut l'en remercier pour ça. La religion dans les limites de la cité, le défi religieux des sociétés post-séculières, signé Jean-Marc Larouche chez Libert, c'était l'ouvrage sur le banc d'essai du philosophe Georges Leroux. Georges, merci beaucoup. Merci beaucoup.